Madame, monsieur, bonsoir. Un pas vers le grand chelem. John McEnroe, une nouvelle fois, remporte le tournoi de Wimbledon. Tu m'as encore loupé les titres. Je te demande pourtant pas grand-chose, m'enregistrer le journal quand j'ai conseil d'administration. De toute façon, tu mets jamais le son. Pas quand je mange. Francis Bentley. Islam Robin Rémy a donné une délégation à savoir à Liliane Brandi. Jonathan Priolo. Marie-Claude Andrieux-Courbin m'a donné pouvoir à son départ. Christian Bordenave. Alain Serrea. Marie-Lise Potron. Jean-Charles Gauthier. Gilbert Blanc a donné pouvoir à Marc Léturgie. Denise Miguel. Alain Plazy a donné pouvoir à Anne Soquet. Anne Soquet. Bernard Michel Bosbiel. Farida Moubi a donné pouvoir à Jonathan Priolo. François de Madaillan. Martine Roset a donné pouvoir à Michel Bosbiel. Alain Banquet. Marie-Hélène Scotti. Joël Kervan a donné pouvoir à Christian Bordenave. Gaël Blanc-Lajonie est excusé. Dominique Rousseau a donné pouvoir à Cécile Labarre. Christiane Delpont est excusée. Fabien Ruet. Cécile Labarre. Sylvie Chancogne. Jacqueline Simonet. Cédric Zapera. Robert Richard. Et Paul-Henri Gallo. Voilà, c'est tous les pouvoirs ici. C'est pas tous les pouvoirs. Les pouvoirs, mais ceux qui sont absents. Alors, ensuite, secrétaire des séances. Alors, dans l'ordre du tableau, la dernière fois c'était Jonathan Priolo ou Cédric Zapera, je sais que c'est Jonathan Priolo. Donc, c'est François de Madaillan. Voilà, on descend dans l'ordre chronologique. Voilà. Donc, il vous est proposé d'approuver le procès-verbal de la séance du 21 décembre 2017. Y a-t-il des observations? Pas d'observation. Qui est d'accord pour l'approuver? Personne ne le refuse ni s'abstient. Donc, l'ordre du jour est approuvé. Le procès-verbal est approuvé. L'ordre du jour est celui qui avait été transmis par convocation, donc il n'y a pas lieu de l'approuver. Et donc, je vous propose de passer à l'ordre du jour. Donc, d'abord, les décisions prises par le maire et les adjoints dans le cadre des délégations reçues du conseil municipal. Y a-t-il des questions sur... vous avez reçu la liste de ces décisions qui concernent la tarification, les régies de recettes, divers contrats, des règlements d'un sinistre, des ventes de gré à gré, demandes de subventions, rétrocession de concessions au cimetière Beauferrier et l'Abbé Nive, des marchés et accords cadres passés dans le cadre de procédures adaptées, convention de partenariat, convention de mise à disposition et fin de mise à disposition de locaux. Voilà. On a évoqué ça d'ailleurs déjà hier soir en commission municipale. Et s'il y avait des demandes de précision, des interrogations, c'est le moment de les exprimer. Bien. Alors, nous passons aux délibérations. Non, pas tout de suite les délibérations d'ailleurs. Nous avons d'abord un rapport d'activité de la Société d'économie mixte de la ville, Urbanis Habitat, et je vais demander à Jonathan Priolo de nous le présenter. Merci, monsieur le maire. Donc, sur le rapport d'activité 2016-2017 de la SEM Urbanis Habitat, je vous rappelle la composition de l'actionnariat avec la liste de Bergerac à 70%, la Caisse des dépôts à plus de 49,9% de capital, et puis des personnes physiques, essentiellement de la Caisse des dépôts et consignations, la communauté d'agglomération de l'Argentoise et Mérodier Habitat. Je rappelle la répartition du patrimoine de la Seine avec 481 logements familiaux, plus de 2600 m² de locaux d'activité,
dont Pôle emploi et l'hôtel d'entreprise rue Raguenon. Dans les opérations suivies au cours de l'exercice, donc sur l'hôtel d'entreprise, vous avez ici la photo avant travaux, puisque depuis la fin de l'exercice, il y a eu divers travaux qui ont été inaugurés. Nous avons inauguré au mois de juillet-août, donc avec la pose d'un ascenseur qui permet l'accessibilité aux personnes à mobilité réduite, également le changement de l'ensemble des menuiseries et la réfection des façades qui donne un air beaucoup plus contemporain et qui va avec l'ensemble des immeubles autour. La résidence Roxane, résidence Edmond Rostand et résidence des jeunes. Également la construction de logements PLA au Gilet, dans le cadre de la sédentarisation des gens du voyage, où une famille a souhaité s'installer. Nous avons donc construit un logement avec 2 chambres, construction en bois et cheminée à l'intérieur. Nous l'avons également inauguré au mois de juillet. Les habitants y sont entrés et aujourd'hui tout se passe bien sur ces logements. Également dans les dossiers en cours, il y avait l'association de Melchior. Donc pourquoi c'est ici? Simplement, ils nous louent 2 locaux à usage commerciaux pour y faire un centre d'accueil au niveau du quartier, un centre culturel au niveau du quartier. Il y avait des travaux de structure à faire à l'intérieur. Nous avons donc accepté de les réaliser et ils leur sont refacturés à travers un surloyer tous les mois. Ensuite, au niveau de la rue Saint-Michel, on a souvent parlé ici au conseil municipal, parce que c'est un bâtiment qui a été acquis à la ville de Bergerac. Aujourd'hui, nous en sommes sur la partie études. Il y avait simplement une chose à lever, c'était la partie subvention au niveau de la CAP. Donc le budget de la CAP sera bientôt voté, et donc nous espérons avoir un courrier du président qui acceptera la subvention, le 5 concours pour cette rue Saint-Michel. La démolition étant prévue sur le mois d'octobre 2018. L'îlot Bergren, on est sur une concession d'aménagement avec la ville de Bergerac. Je rappelle que c'est un îlot insalubre. Une déclaration d'utilité publique avait été signée par le préfet, la première en Dordogne. Et donc là, nous allons être sur une démolition, pareil, sur l'année 2018. Donc il y a eu quelques recours des propriétaires suite à l'expropriation et ils ont tous été rejetés par la justice. Sur le boulevard Beau-Soleil, je rappelle également la construction de la maison d'accueil temporaire qui avait été présentée ici par mon collègue Gilbert Blanc. Donc mardi matin, j'étais sur place avec l'INRAP où on a signé l'autorisation de faire la partie prévention des flux archéo, les sondages. Donc c'est terminé, j'ai passé 3 jours sur place. Donc M. Laborie a d'ailleurs été voir sur place ce qui se passait. Et donc ils ont trouvé, comme c'était prévu, un petit fossé, mais rien de particulier. Ils avaient pris un mois de retard pour venir sur place, donc on leur a demandé de faire le rapport un petit peu plus rapidement que prévu, ce qu'ils ont accepté, de façon à garder le planning tel qu'il avait été prévu au départ, et avec un début de reconstruction au mois d'avril. D'autres opérations qui ont été suivies, sur la carte, la réalisation de locaux commerciaux, donc on avait étudié la possibilité sur ce quartier de pouvoir développer des cellules commerciales. Pour l'emploi, l'extension d'immeubles, donc on a fait des opérations, on va dire, d'architectes et de plans, de façon à pouvoir agrandir. Donc, a priori, Pôle emploi qui gère la partie immobilière, Bordeaux nous dit que pour l'instant, ils ne veulent pas suivre cette extension. Donc, on va leur refacturer l'ensemble des études qui ont été faites. Et c'est vrai que Pôle emploi Bergerac, eux, nous disent qu'ils aimeraient avoir cette extension. Donc, on va essayer de mettre les interlocuteurs autour de la table et voir si on fait ou non cette extension. Et puis, il y avait sur le quai Salvette, une opération qui avait été réalisée sous l'ancienne municipalité et qui a été abandonnée. Donc sur la structure de la demande aujourd'hui, sur la typologie, on est vraiment sur la demande de petits logements du type 1 au type 3 pour 75% des demandes. Et c'est d'ailleurs ce que nous allons réaliser sur la rue Saint-Michel, puisqu'on sera sur du type 1 et du type 2. On voit que 80% des demandeurs ont des ressources inférieures au plafond PLAI, ce qui nous démontre une paupérisation de la demande. Les indicateurs généraux, donc en 2016, on avait eu 56 départs de locataires, on en a eu 60 au 31 2017, donc avec un taux de rotation qui reste toujours dans les mêmes pourcentages, à peu près 12%. On avait un petit peu plus de logements vacants au 30 juin, on voit qu'il y en avait un seul seulement au 30 juin 2016 et il y en avait 13 au 30 juin 2017, avec 11 à Jean Moulin, 1 à Montmorand, 1 au Batelier. Et puis l'augmentation du nombre de départs, baisse des relocations, d'où une augmentation de la vacance, évidemment une baisse du montant des impayés locataires qui est partie. Donc ça c'est plutôt intéressant.
Sur les impayés, donc là un peu dans le détail, le petit focus, les impayés en 2015-2016 étaient à 132 000 euros, et on voit qu'en 2016-2017 c'est à 124 000 euros. Je rappelle que nous avons mis en place une commission des loyers impayés, ce qui permet d'accompagner le plus rapidement possible des personnes en difficulté, ou en tout cas de les mettre en relation avec les différents partenaires, que ce soit le CCAS, le département, ou de pouvoir bénéficier du Fonds Solidarité Logement. Sur les différents produits d'exploitation, quelques indicateurs financiers, donc les loyers, 2 241 000 euros, et les charges locatives, 440 000 euros. Si on regarde l'évolution des produits d'exploitation, on se rend compte que les charges de récupération de charges locatives ont diminué. Donc on l'explique essentiellement par la réhabilitation de Jean Moulin, qui a permis de faire des économies d'énergie et qui aujourd'hui rend du pouvoir d'achat à nos locataires. Donc vous avez ici sur ce calendaire les différentes charges récupérables, les dépenses de gros entretien, les rémunérations des prestataires, autres charges. Ce tableau est intéressant parce qu'il montre que les charges sont à peu près d'une année sur l'autre identiques. La seule grosse évolution, ce sont les impôts et taxes, puisque lors de la réhabilitation de Jean Moulin, il y avait des exonérations de taxes foncières et qu'aujourd'hui, elles sont complètement éteintes. Donc effectivement, ça a un coût important sur ces charges d'exploitation. Les impôts et taxes, donc on voici le diagramme le plus précis, où on voit bien entre 2014 et 2015 et ensuite les années suivantes, les taxes foncières qui reviennent à un niveau normal compte tenu de l'immobilier présent. Donc, ces indicateurs financiers avec un produit d'exploitation à 2 683 000 euros, des charges d'exploitation à 1 638 000 euros, ce qui nous permet d'avoir un excédent brut d'exploitation sur la Seine à hauteur de plus d'1 45 000 euros. Nous avons donc cet excédent qui diminue un petit peu par rapport à l'année précédente. Alors, cet excédent brut d'exploitation qui nous permet de constituer le cash flow, qui va nous permettre d'une part de rembourser les emprunts et de développer les investissements futurs. Donc on voit bien qu'effectivement cette baisse elle vient essentiellement de la fin des dégrèvements de taxes foncières. Le résultat d'exploitation qui est passé de 405 000 euros à 169 000 euros, évidemment il reflète le résultat de l'activité de la Seine, une fois comptabilisé les dotations et les reprises aux amortissements et provisions, et avant la prise en compte des charges financières. On rappelle simplement que les charges annuelles de plus de 200 000 euros sont liées à la réhabilitation de Jean Moulin, sans contrepartie de loyer. La réhabilitation est entièrement réalisée sans qu'il y ait d'augmentation de loyer. Je rappelle d'ailleurs qu'il n'y aura pas eu d'augmentation de loyer en 2017 et qu'il n'y a pas d'augmentation de loyer en 2018. Le résultat financier, donc d'un côté on a les charges financières qui sont liées au remboursement de l'emprunt. On a de l'autre côté quelques produits financiers, puisqu'on a quand même environ en moyenne 2 millions d'euros de trésorerie, donc ce qui permet d'avoir de l'argent de placer, de récupérer un petit peu d'intérêt. Le résultat courant avant impôt qui diminue, puisque ce résultat courant est le résultat dégagé par l'activité normale, il est à l'équilibre à 3 000 euros. Ce résultat montre que l'activité normale couvre juste l'ensemble des charges de la Seine, y compris le remboursement des intérêts contractés dans le cadre de son développement. Nous avons donc le résultat net à 72 000 euros, donc un résultat exceptionnel de 86 000 euros, puisqu'il y a une quote-part de subvention virée au résultat. Il y a des charges exceptionnelles pour 7 000 euros, qui comprennent la mise au rebut de composants et la prise en compte de l'annulation de l'opération du Kesselvet et des charges associatives, et puis le montant du dégrèvement de taxes foncières pour les travaux d'économie d'énergie. De l'impôt sur les sociétés, puisque la Seine Urbalis a deux activités, une première sur les locaux familiaux et une autre sur les locaux professionnels, et sur les locaux et usages professionnels, il y a de l'impôt à payer. L'autofinancement net, donc vous l'avez ici présenté, il représente le solde des mouvements de trésorerie dégagés par l'activité courante. Cette capacité d'autofinancement pour l'exercice 2016-2017 à hauteur de 863 000 euros qui permet de couvrir à elle seule le remboursement des échéances de capital qui font 769 000 euros. Cette évolution de l'autofinancement, il ressort à une capacité de financement net de 94 000 euros sur 2016-2017. Alors, vous avez ici le tableau de solde intermédiaire de gestion avec les différents produits nets, que ce soit sur le logement social ou sur l'immobilier d'entreprise, et un résultat net, pareil, par catégorie. On se rend compte que l'hôtel d'entreprise réalise également du résultat net, ce qui nous permettra également d'augmenter les fonds propres et de pouvoir réinvestir, que ce soit sur de l'immobilier d'entreprise ou sur du logement social, sachant qu'aujourd'hui, on doit bien différencier
les résultats qui viennent du logement social et de l'immobilier d'entreprise, puisque le logement social ne peut plus financer de l'entreprise. Alors on voit un taux de financement sur le logement social à 72 000 € et sur l'immobilier d'entreprise à 22 000 €. Donc on du bilan avec le fonds de roulement disponible et puis le potentiel financier à terminaison des opérations à plus de 1 255 000 €. C'est-à-dire qu'on a plus d'1 million d'euros aujourd'hui de fonds propres. Ça nous permettrait aujourd'hui de pouvoir financer de nouvelles opérations. L'évolution du taux d'endettement, donc il y a eu une petite augmentation en 2014-2015 de l'endettement simplement parce qu'il y avait les emprunts de Jean Moulin qui arrivaient tous dans les comptes de la Seine-Urbalis et qu'on est revenu à un ratio d'endettement tout à fait tenable pour une SEM, donc à 41,9%. Sachant qu'au niveau des prêteurs, évidemment, la Caisse des dépôts et consignations c'est plus de 3/4 de notre dette, et puis la Caisse d'épargne pour le solde. Et puis au niveau des garanties, c'est la ville de Bergerac qui garantit pour 90% nos emprunts et la CAB pour 10%. Ici, les principaux soldes intermédiaires de gestion avec les produits d'exploitation. Et puis ce que l'on a souhaité mettre, c'était le révisé 2017-2018. C'est-à-dire qu'en 2017-2018, nous aurions dû avoir 2 750 000 €. Et puis, il est apparu la loi de finances 2018 avec la réduction de loyer de solidarité. Donc c'est une fonction qui va être réalisée sur l'ensemble des bailleurs, sur les loyers à environ 60 € par locataire. Donc là, on aurait dû avoir environ 4 000 € de résultats, donc ce qui est peu, mais on arrivait quand même à couvrir nos emprunts. On va certainement arriver sur 2017-2018 à une perte d'environ 110 000 €. Il faut savoir que la perte de chiffre d'affaires, de loyer encaissé, sera d'environ 220 000 € pour une année complète. Là, on n'aura que 6 mois d'impact, puisqu'on clôture les comptes au 30 juin, et donc ça aura un impact pour avoir un résultat net à moins 110 000 €. Une vision sur 4 années des principaux indicateurs. Donc on voit effectivement la perte en 2018-2019 sera aggravée et 2019-2020 si on reste dans la même proportion. Donc une correction des résultats de la SEM à 5 ans qui montre une situation qui se dégrade du fait de la baisse des loyers imposés par cette loi de finances 2018. Donc simplement, une autre chose, en plus de cette réduction de loyer de solidarité, il est en ce moment pour parler au niveau du gouvernement, un projet de loi dit Élan sur l'évolution du logement et de l'aménagement numérique et qui va concerner directement notre activité. C'est-à-dire que ce projet qui part d'un bon principe, puisqu'il part sur l'idée de simplifier l'acte de construire, sur faire évoluer les règles de gestion du parc privé et social, qui parle de restructurer les acteurs du logement social. Simplement sur ce dernier point, qui est de restructurer les acteurs du logement social, il y a des informations qui sont bien souvent contradictoires, mais qui circulent aujourd'hui, et donc avec des discussions pour la mise en place d'un seuil du nombre de logements par structure. Donc évidemment, aujourd'hui, certains disent que ça pourrait être 10 000, certains disent 3 000, en tout cas on ne sait pas. Ce qui est certain, c'est que la Seine-Urbalis, avec seulement 500 logements, on n'est pas du tout dans le modèle économique tel que l'entend la loi Élan et le gouvernement. Donc nous allons devoir discuter. Nous sommes quand même dans une approche territoriale de la question. On peut quand même avoir une proximité avec nos locataires. La réalisation du parcours résidentiel, on arrive aussi à la faire, et c'est vrai que le fait que les élus soient partie prenante des bailleurs sociaux, c'est très très important. Donc on va être attentif à ce projet de loi souhaité par le gouvernement. On ira évidemment rencontrer le député de la circonscription pour lui faire entendre aussi nos arguments et essayer de voir ensuite, en fonction de la loi telle qu'elle sera votée, comment la Seine-Urbalis peut évoluer et comment on peut lui trouver un modèle économique viable pour notre territoire. Alors moi j'ai souhaité que l'on développe davantage la partie professionnelle de la Seine-Urbalis. Donc l'hôtel d'entreprise que l'on a déjà à Raguenau avec l'ensemble des travaux qui ont été réalisés est complet. Aujourd'hui on n'a plus un seul mètre carré de disponible. Donc on est en train de faire un travail sur nos locaux commerciaux libres sur Jean Moulin. Et il nous reste 2 locaux maintenant qui vont être vacants, donc on va travailler là-dessus. Et puis je pense qu'on va également travailler sur soit la construction, soit le rachat, mais en tout cas le développement d'un outil hôtel d'entreprise bis ou deuxième version qui nous permettrait d'avoir des locataires supplémentaires, de pouvoir rentrer des recettes supplémentaires et de pouvoir engendrer, on va dire, des résultats supplémentaires, de pouvoir continuer à développer la partie également logement familial. Voilà sur ce rapport d'activité. Merci, le maire.
Bien, qui souhaite s'exprimer? Monsieur Fabien Rouet. Oui, plus un complément au rapport d'activité très complet qui nous a été présenté par Jonathan Priolo, mais qui illustre bien la situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui confrontés, c'est-à-dire que nous avons prouvé les uns et les autres qu'il était possible d'être viable économiquement en construisant du logement social et en ayant un parc de logements sociaux, en l'occurrence la SEM Urbalis Habitat. Et aujourd'hui, la réforme des APL est en train tout simplement de remettre en cause ces structures. Et j'ai envie de dire, c'est heureux pour la SEM qu'il y ait cette stratégie de diversification des activités via l'immobilier d'entreprise, qui permet économiquement et comptablement de limiter les dégâts, mais c'est tragique sur le plan social, sur une ville comme la nôtre, sur un territoire comme le nôtre, où on nous demande l'absurdité aussi des 25% de logements sociaux, et où le principal acteur qui pourrait être en capacité de le faire, aujourd'hui va se retrouver avec des indicateurs de viabilité économique négatifs, mais par un simple calcul qui est celui de la baisse des recettes liée à la baisse des APL. Et là où c'est quand même encore plus questionnant, c'est qu'il y a 5 ou 6 ans, lors du contrôle MILOS, donc contrôle MILOS c'est la police de contrôle du logement social, aujourd'hui c'est l'ANCOL, donc des fonctionnaires d'État pointaient déjà l'idée que ces sociétés d'économie mixte avec un patrimoine de 500 logements, est-ce que c'était bien viable, est-ce que c'était bien le modèle? Et on voit bien toute la pression de la technostructure qui est de dire il faut rationaliser le paysage social, et derrière cette réforme des APL, c'est effectivement la course au gigantisme, tu le disais, 3000, on parle souvent de 10 000 logements, et on voit bien les stratégies qui sont en cours, aujourd'hui pas plus loin de chez nous, c'est-à-dire que Grand Périgueux, Habitat, est à la fin du processus et va devoir être absorbé par Dordogne Habitat. C'est la course à l'agrandissement, mais c'est aussi derrière le locataire qui se retrouve avec des sphères de décision qui sont de plus en plus éloignées, et surtout des décideurs, parce que là on rentre dans des conseils d'administration. Si on parle pour notre réalité locale avec Mesolia Habitat, grosso modo, Bergerac, c'est une variable d'ajustement, l'urbaniste a la chance d'au moins un client, mais qu'est-ce qu'on pèse dans ce paysage à 10 000 logements, 12 000 logements sociaux, lorsqu'on sait que tout confondu sur l'agglomération, on en a à peine 3 000. Donc réellement, là, je crois qu'il sera important sûrement de faire un tour de table des financeurs potentiels pour voir quelle stratégie adopter par rapport au devenir d'Urbalis. Mais je crois qu'effectivement, il est important que nous nous mobilisions tous les uns et les autres, parce qu'avec Urbalis, avec la SEM Économie Mixte, on a réellement un acteur de terrain compétent, on a des belles ambitions sur l'opération Cœur de Ville, on a un besoin de construire du logement social, on le voit y compris sur l'opération de la rue Saint-Michel, où on dit il y a besoin de petits logements, mais vous êtes en quartier prioritaire, donc forcément vous êtes en zone où il faut moins construire, donc on va vous donner moins de subventions pour construire des logements sociaux. C'est-à-dire qu'on va se retrouver avec des petits logements financés via du PLUS, du plus, qui correspond à des loyers plus chers. Voilà dans quelle situation ubuesque on est, et là véritablement cette réforme des APL, on le voit bien, elle va condamner à terme des petites sociétés d'économie mixte qui ont des parcs humains de logements sociaux. Et puis d'autres observations? Bon, moi je voudrais dire que je partage complètement les observations qui ont été présentées par Jonathan Priolo et par Fabien Rouet. C'est vrai qu'on est... on subit dans cette affaire deux choses. D'abord, effectivement, il y a cette pression avec cette baisse de ressources pour les organismes, pour les bailleurs sociaux. C'est cette pression au regroupement des bailleurs sociaux, c'est-à-dire que là encore, c'est une chose dont on souffre. On candidate au programme Cœur de Ville, mais on s'aperçoit qu'une fois encore, les centres de décision vont quitter les villes moyennes. On l'a déjà subi avec l'absorption de Périgordia par Mesolia, c'est-à-dire qu'il y a une structure. Alors c'est vrai qu'il y a une représentation de Mesolia avec laquelle on a établi une relation plus confiante qu'à l'origine, mais c'est vrai qu'on est dans des structures qui ne résonnent pas à l'échelle de villes moyennes comme les nôtres, et c'est un véritable problème, parce que Mesolia est engagé à l'échelle de l'agglomération bordelaise. Je crois qu'ils sont aussi présents sur l'agglomération toulousaine. Donc, je veux dire, on est très loin des réalités des villes moyennes. Et puis la deuxième, alors là, on est dans l'incohérence totale,
On sait que la préfète de la Dordogne a dû signer aujourd'hui, d'après les informations qu'on a, l'arrêté nous mettant en état de carence au regard de l'article 55 de la loi SRU, c'est-à-dire l'obligation qui nous est faite en théorie de créer 1100 logements sociaux supplémentaires dans les 5 ans qui viennent. Or, on prive en même temps les bailleurs sociaux des moyens de réaliser cet objectif. C'est-à-dire qu'en réalité, on est en train de nous soumettre à une sanction qui risque d'avoir un caractère permanent. Ça ne sera plus une sanction, ça sera un prélèvement permanent sur des collectivités qui sont celles qui auraient précisément le plus besoin de l'aide des pouvoirs publics. Moi, je dis qu'il y a là-dedans, dans la politique gouvernementale, une incohérence qui est difficilement acceptable. Voilà, alors on ne vote pas, mais je crois que c'est important, c'était vraiment important d'évoquer le rôle positif que joue cet instrument, la scène Urbalis. C'est-à-dire qu'au cours des 20 dernières années, Urbalis a fait beaucoup de réalisations importantes, mais aujourd'hui, l'avenir d'Urbalis, comme celui de tous les organismes de ce type, risque d'être compromis. Alors, nous abordons les délibérations. Et d'abord, l'adoption du rapport de la commission locale d'évaluation des charges transférées pour déterminer le montant des attributions de compensation pour 2018. Alors, il y a eu, je le rappelle, au cours de l'année, des derniers mois, il y a eu tout un ensemble de transferts qui sont intervenus. Il y a d'abord eu la fusion de l'ancienne communauté d'agglomération bergeracoise et de la communauté de communes des coteaux de Sigoulès. Donc ça s'est traduit évidemment par un certain nombre d'ajustements importants en matière de transfert. D'autre part, nous avons eu, et nous souhaitions, le retour à la ville de la compétence musée. C'est-à-dire que depuis le 1er janvier, les musées qui étaient partis à la communauté d'agglomération sont revenus à la ville, ce qui va nous permettre d'avoir une politique plus cohérente dans le domaine du patrimoine et de l'action culturelle qui dépend de la ville. Et d'autre part, nous récupérons le bâtiment de l'ancienne crèche Moulinier à la suite de l'ouverture du pôle Petite Enfance. D'autre part, il y a eu un certain nombre de transferts de voiries qui sont la conséquence, c'est un phénomène qu'on ne connaît pas pratiquement chaque année, c'est la conséquence de l'incorporation dans le domaine public de lotissements qui ont été réalisés un certain nombre d'années auparavant, mais au fur et à mesure, lorsque les conditions nécessaires à cette incorporation sont réalisées, nous sommes tenus d'incorporer la voirie, les espaces verts, et de transférer, en ce qui concerne la voirie, de la transférer à la communauté d'agglomération, puisque c'est le choix qui a été fait à Bergerac, c'est de transférer la totalité de la voirie à la CAB. Alors, l'ensemble de ces ajustements ont été approuvés dans le cadre de la commission locale d'évaluation des charges transférées, je précise qu'elle est présidée par Adib Benfedoul, à la CAB. Elle a été présentée, ces ajustements ont été présentés au vote du Conseil communautaire le 18 décembre dernier, et donc ce que nous vous proposons, c'est de nous prononcer à notre tour, puisque c'est la règle de la majorité délibération du Conseil communautaire à la majorité des 2/3 et délibération unanime de l'ensemble des conseils municipaux qui est nécessaire pour entériner l'ensemble de ces transferts. Je précise que, de ce fait, le montant d'attribution de compensation, c'est un peu la peau de chagrin. Le montant des attributions de la commune de Bergerac s'élèvera désormais à 838 778 €. Alors on a augmenté un petit peu par rapport à 2017, mais c'est à cause de la reprise des musées. Voilà. Et c'est vrai que c'est un petit peu la peau de chagrin, parce qu'on était parti il y a quelques années avec une attribution de compensation qui était de l'ordre de plusieurs millions d'euros. 5 millions. Voilà.
Voilà, donc ce que nous vous proposons, c'est d'approuver le rapport de la CLEC, d'arrêter le montant des charges transférées à moins 11 252 et l'attribution de compensation pour l'année 2018 à 1 7 167 € pour les 12 communes concernées et d'arrêter le montant d'attribution de compensation pour l'année 2018 à 645 263 € pour l'ensemble des 38 communes de l'agglomération. Là, ce sont les chiffres qui valent pour l'ensemble de l'agglomération et pas seulement pour la ville. Voilà, y a-t-il des observations sur ces transferts de charges? Non. Le débat a déjà eu lieu, je rappelle, en conseil communautaire, mais il est normal aussi que les conseils municipaux donc, aient à se prononcer. Donc, qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? C'est adopté. Décision modificative numéro 1 pour l'exercice en cours 2018, Adib Benfedoul. Oui, c'est la première décision modificative pour 2018. Vous avez le tableau sur table qui résume l'ensemble des opérations liées à cette décision modificative avec, bien entendu, des dépenses et des recettes en section d'investissement et en section de fonctionnement. Donc en section d'investissement, pour la partie dépenses, il y avait, M. le maire vient de le dire, l'enveloppe d'investissement dédiée au musée suite donc à l'adoption du rapport de la CLEC pour 47 308. Il y a un transfert de crédit de 4 700 € sur l'opération de travaux de l'église Notre-Dame pour terminer les paiements de tous les décomptes généraux. Et puis il y a un transfert de crédit de 40 000 € sur l'opération de travaux d'homologation du stade Camp-Réal. Pour la partie recette, c'est la diminution de besoins d'emprunt suite à l'encaissement d'une recette non prévue, mais je reviendrai tout à l'heure. Mais nous avons fait le choix justement pour baisser encore le besoin d'emprunt et le virement complémentaire de la section de fonctionnement. En section de fonctionnement, pour la partie dépenses, l'intégration au chapitre des charges à caractère général et de personnel des dépenses relatives au fonctionnement des musées suite à l'adoption du rapport de la CLEC. Donc c'est ce qui explique l'augmentation du montant alloué par la CAD concernant les attributions de compensation. L'inscription d'un audit diagnostic et contrôle de la qualité de l'air dans les écoles obligatoires à compter du 1er janvier 2018. Et pour la partie recette, donc l'encaissement d'une recette, et ça c'était la bonne nouvelle que nous avons eue dernièrement, de 221 310 suite à la liquidation des établissements de BVR, c'est les usines relais. Et, donc il y avait deux usines Roussari et deux BVR. Il y avait une créance d'à peu près 500 000 € et nous avons eu la bonne nouvelle de récupérer dernièrement 221 310. Et puis la prévision de recettes d'entrée et de ventes diverses des musées suite à l'adoption du rapport de la CLEC et la part supplémentaire d'attribution de compensation suite donc à la CLEC. Cette part aurait dû être de 353 457, mais elle est diminuée de la part, et M. le maire l'a dit tout à l'heure, la part voirie et du surcoût de l'ouverture du pôle petite enfance. Donc il est proposé au conseil municipal d'adopter la décision modificative numéro 1 pour l'année 2018. Y a-t-il des observations? Oui, M. Zapera. Oui, donc la recette, la diminution donc, du besoin d'emprunt suite à l'encaissement d'une recette non prévue. Donc c'est le virement depuis la section de fonctionnement, je suppose, de 268 618 qui part du fonctionnement et qui bascule sur l'investissement. D'accord. Donc du coup, on regarde en fonctionnement et donc du coup les recettes qui sont générées sur le fonctionnement qui permettent de l'autre côté du coup de le basculer après. Il y a 221 310 de produits exceptionnels et 244 non attendus sur les impôts et taxes. Donc sur les impôts et taxes, est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi vous pouvez parler un peu plus distinctement parce que... Ouais, mais il faut... Je suis sous médicaments, alors je suis désolé. Oui, non. Mais c'est la rhinopharyngite, c'est difficile. Ouais, je suis pas un bon pharmacien. C'est le dosage de la cortisone qui est pas bon. Donc sur les impôts et taxes, les 244 602, c'est quoi du coup la nouvelle... C'est lié à quoi cette nouvelle recette dans le fonctionnement par rapport à ces impôts et taxes? Et sur les produits exceptionnels, sur les 221 310. C'est ces deux lignes en fait qui permettent du coup de savoir pourquoi on le récupère en investissement. Alors pour les 244, c'est tout simplement
le montant de supplément de l'attribution de compensation que nous avons eu. D'accord. Voilà. Et pour les 221 310, donc ce que je disais tout à l'heure, c'est le produit c'est le chèque qu'on a reçu il y a 10 jours, suite à la liquidation de l'usine Relais. Et nous avons... Excuse-moi, mais je n'ai pas entendu. Ah, La deuxième partie, la fin. La liquidation. C'est les oreilles aussi. Vraiment pharmacien. Tu changes de pharmacien. Non mais, pour 221 000, c'est le chèque que nous avons reçu dernièrement suite à la liquidation de l'usine Relais. D'accord, ok. Voilà. Et nous avons fait le choix donc de baisser l'emprunt Ça, j'ai compris, que le mécanisme, d'accord. Voilà. Ok, ça marche. Y a-t-il d'autres observations? Alors, qui est d'accord pour approuver cette décision modificative? Qui est contre? Qui s'abstient? C'est adopté. Non, vous n'avez pas unanimité. On peut refaire le vote si vous voulez. Alors, qui est pour? Ah oui, d'accord, ils sont unanimes. Voilà, c'est plus facile de faire adopter une décision modificative que le budget lui-même. Alors, création d'un compte unique des activités assujetties à TVA du budget principal de la ville auprès des services fiscaux à Dite Benfedoul. C'est tout simplement pour simplifier la gestion comptable. Donc nous avons décidé de créer un compte unique de 3 activités, à savoir gestion de salles et de spectacles, location de terrain et autres biens immobiliers et régie publicitaire de médias. Donc le conseil municipal est appelé à se prononcer sur la clôture de ces comptes de TVA au 31 décembre 2017 et à demander aux services fiscaux la création d'un compte unique regroupant toutes les activités assujetties à la TVA du budget principal de la ville de Bergerac à compter du 1er janvier 2018. Je pense qu'il n'y aura pas d'objection. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? C'est adopté. Alors, avance sur subvention 2018, Marie-Lise Potron. Donc, il est proposé au conseil municipal d'accorder les avances sur subvention au titre de l'exercice. Il est proposé au conseil municipal d'accorder les avances sur subvention au titre de l'exercice 2018 aux associations qui en ont effectué la demande. Donc pour le COS, une avance de 20 000 €. Pour information, la subvention 2017 était de 122 000 €. Jazz Pourpre, une avance de 8 400 €, la subvention 2017 étant de 12 000 €. L'USB Rugby, 25 000 €. Subvention 2017 était plafonnée à 79 000 €. US Lacat, 9 000 €. La subvention 2017 étant de 23 335 €. Les subventions seront votées au prochain conseil municipal. Alors, je voudrais ajouter là-dessus, d'abord faire observer que y a un certain nombre de ces demandes de subventions qui reviennent régulièrement. C'est lié un peu au mode de fonctionnement qu'on a l'habitude pour le COS, l'USB Rugby. Jazz Pourpre, c'est un peu lié à la proximité de l'événement, c'est-à-dire que la subvention est votée, mais comme l'événement arrive très vite, ils ont besoin de mobiliser la subvention beaucoup plus rapidement. On a été saisi, et moi je vous proposerai de l'ajouter, une demande de subvention d'avance supplémentaire, c'est le Bergerac Football. Alors c'est vrai que le Bergerac Foot a l'habitude de nous saisir de demandes d'avance sur subvention. En l'occurrence, c'est 25 000 €, je proposerai qu'on l'ajoute. Mais je voudrais dire que je vais demander à voir le président du Bergerac Foot, parce que je trouve quand même un petit peu désagréable qu'on reçoive cette demande d'avance sur subvention le jour même où le conseil municipal est amené à se prononcer. Et je voudrais quand même rappeler là-dessus que les avances sur subvention ne sont pas un droit, que ça entraîne quand même des tensions sur la trésorerie de la ville, parce que c'est la ville qui assure la trésorerie pour le compte finalement de ceux qui bénéficient de ces avances, et que d'autre part ça se traduit, même si les taux sont très faibles aujourd'hui encore, ça se traduit par des charges financières qui pèsent sur le budget de la ville. Donc on va pas bloquer le Bergerac Foot, parce que de toute façon les années précédentes ils avaient présenté des demandes comparables, mais je crois qu'il faut quand même que
chacun respecte son partenaire dans une affaire comme celle-là. Et la moindre des choses, c'est d'être quand même informé de cette demande suffisamment tôt. Y a-t-il des observations? 25 000 euros. Voilà, donc on vous propose donc les avances qui sont sur le tableau, plus auxquelles s'ajouteraient les 25 000 euros du bergeron. Pas d'observation. Alors, qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? C'est adopté. Alors, octroi de la garantie à certains créanciers de l'agence France Locale pour l'année 2018. Adib Belfedil. Oui, nous avons délibéré le 27 juin 2017 pour adhérer au groupe Agence France Locale. Pour l'année 2017, nous n'avons pas utilisé l'emprunt de cette agence. Nous allons bientôt consulter, nous allons commencer à consulter pour les lignes de trésorerie. On va voir ce que l'agence nous propose. Mais en attendant, et c'est une obligation suite à cette adhésion, nous devons octroyer la garantie à certains créanciers de l'agence France Locale pour l'année 2018. Donc l'objet de cette délibération et l'objet de cette garantie, c'est garantir certains engagements de l'agence France Locale à la hauteur de l'encours de dette du membre auprès de l'agence France Locale. Le montant de la garantie correspond à tout moment, et que soit le nombre et le volume d'emprunt détenu par le membre auprès de l'agence France Locale, au montant de son encours de dette. La durée maximale de la garantie correspond à la durée plus longue des emprunts détenus par le membre auprès de l'agence France Locale, et ce quelle que soit l'origine des prêts détenus augmentés de 45 jours. Donc il est demandé au conseil municipal de ce soir d'octroyer la garantie à certains créanciers de l'agence France Locale pour l'année 2018. Y a-t-il des questions, des observations? Voilà, c'est la conséquence du choix qu'on a fait d'adhérer à l'agence France Locale. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? C'est adopté. Alors, aide directe aux entreprises dans le cadre du FISAC. Nelly Rodriguez. Merci Monsieur le maire. Donc ce soir, une nouvelle fois, on va proposer au conseil municipal de voter l'attribution d'une aide FISAC. Donc je rappelle, cette aide est un fonds d'intervention d'État à destination des commerçants et des artisans afin de les aider à moderniser leur point de vente, d'acheter du matériel et d'aménager aussi l'accessibilité de leur point de vente. Donc cette aide est versée à la municipalité qui est donc en charge de la reverser directement à ses commerçants. Alors ce soir, on va voter une aide à destination de l'entreprise aux délices de Christophe, donc, qui est une boulangerie située rue Sainte-Catherine à Bergerac pour le réaménagement de l'espace de vente. Alors, le montant qui est proposé de 316,80 € et qui correspond à l'établissement du bilan conseil, donc qui est un préalable obligatoire, qui est établi par les chambres consulaires, et donc préalable avant justement la décision prise pour pouvoir financer les travaux dans le cadre du FISAC. Alors, là, les travaux ont été pris en totalité par le conseil départemental dans un maximum de ce qui pourrait être attribué. Et donc, il a été demandé une participation du FISAC sur le bilan conseil. Voilà, donc il est proposé au conseil municipal de payer le montant de 316,80 € TTC, correspondant au bilan conseil pris en charge dans le cadre de l'aide directe du FISAC. Bien, pas de questions. Voilà. Je rappelle, j'en profite pour dire un mot. Nous venons de nous porter candidat pour le projet Cœur de Ville, qui est un programme lancé par les pouvoirs publics. Ce projet est destiné à soutenir la redynamisation des centres-villes des villes moyennes. Normalement, il y aurait une trentaine de villes qui pourraient être sélectionnées au titre de l'année 2018. Donc nous nous sommes portés candidats. Nous avons élaboré ce dossier, on aurait aimé pouvoir le présenter en conseil municipal préalablement, mais on était tenu par des délais très serrés pour mettre au point ce dossier. J'ai demandé qu'il soit envoyé
aux conseillers municipaux, peut-être qu'ils soient mis d'ailleurs aussi, je propose aussi, puisqu'on a ouvert sur le site internet de la ville un espace données ouvertes qui soit mis, non c'est pas open data parce qu'on ne remplit pas les conditions d'open data, qui soit bien sûr envoyé aux médias, à la presse et aux moyens d'information, aux autres moyens d'information de Bergerac, les radios et télévisions, mais qui soit mis aussi sur le site de la ville, sur la rubrique données ouvertes, voilà, de telle sorte que, parce qu'il y a quand même, dans ce dossier, il y a tout un ensemble de projets que nous présentons et tout un ensemble de données qui ont été rassemblées pour soutenir la demande de la ville de Bergerac. Donc voilà, je pense qu'il est bon que tout le monde puisse en disposer. Nous étions obligés d'aller dans des délais très rapides parce que la transmission au préfet de région se faisait aujourd'hui. Nous avons décidé d'ailleurs de faire une candidature conjointe des deux villes et des deux agglomérations de Bergerac et de Périgueux. Pour une fois, la Dordogne va en grouper, rassembler. Voilà, donc même si, voilà ce que je voudrais dire quand même sur ce projet, il y a normalement les pouvoirs publics, le gouvernement annonce 5 milliards d'euros sur 5 ans pour ce programme, ce qui nous paraît quand même très, très important. On aimerait que ça se réalise effectivement, mais en tout état de cause, même si parce qu'il y a beaucoup de villes qui sont candidates, il y a plusieurs centaines de villes moyennes, il y a au moins 200 ou 300 villes moyennes qui seront candidates, sans doute plus encore. Ce qui est intéressant aussi, c'est d'avoir fait ce travail qui nous permet de bâtir un projet, de donner un maximum de cohérence à toutes les actions qui sont menées sur l'habitat, sur la redynamisation commerciale et sur l'aménagement urbain. Voilà. Donc c'est pour ça, je pense que c'est important que vous puissiez en disposer rapidement, et ce que je proposerai, c'est qu'on ait peut-être un débat sur ce sujet, qu'on consacre au prochain conseil municipal, qu'on consacre sous forme qu'on puisse échanger sous forme de débat sur ce projet. Voilà, alors, sur le dossier FISAC, qui est pour, qui est contre, qui s'abstient, c'est adopté. Soutien au projet des conseils de quartier, attribution de subventions à l'association Les Amis de la Poudrerie au titre de 2018. Oui, Jonathan Priolo. Merci, monsieur le maire. Donc, effectivement, le soutien des conseils de quartier auprès de l'association de quartier, vous savez qu'on souhaitait s'appuyer sur les associations de quartier. On le rappelle simplement au niveau des conseils de quartier qu'il y a un travail important qui a été fait. On a travaillé avec les différents conseils de quartier pour réaliser une charte graphique commune pour des comptes rendus synthétiques qui sont accessibles sur le site de la ville. On a également maintenant des tableaux de suivi en interne. On fait des réunions avec les services pour faire avancer plus rapidement les différents projets. On a eu également une réunion ici même avec monsieur le maire, l'ensemble des présidents de conseil de quartier pour les projets 2018, de façon à pouvoir réaliser les délibérations le plus en amont possible et que les différentes associations n'attendent pas après les conseils municipaux. Donc l'asso du quartier Est a déjà bien avancé sur ces différents projets 2018 et donc elle demande à ce titre-là à soutenir des actions par le versement d'une subvention de 1 850 € pour l'association Les Amis de la Poudrerie pour 4 projets. D'abord 300 € pour un goûter musical qui aura lieu le 15 mars à l'USLD de la maison de retraite de l'hôpital. 300 € pour le goûter musical le 23 mars à la maison de retraite Jardin d'Antan. 700 € pour la revue Bergerac Désir, spectacle du 14 octobre. Et puis 550 € pour la retransmission en direct du Métropolitan ou du Bolshoi à Cap Cinéma Périgueux. Bolshoi à Cap Cinéma. Donc les crédits correspondants sont inscrits au budget principal de la ville, au chapitre 65, compte 65-74. Ces projets devront faire l'objet d'un bilan chiffré à la suite de leur réalisation communiqué à la ville de Bergerac. Il est donc proposé à vous, membres du conseil, d'attribuer une subvention de 1 850 € aux Amis de la Poudrerie.
Voilà. Je rappelle que le dispositif qu'on a mis en place pour donner quand même au conseil de quartier un rôle un peu significatif, c'est de leur attribuer un montant de plusieurs milliers d'euros, je crois que c'est 5 000 euros pour la plupart, ou 4 000 euros, c'est 4 000, hein, et le conseil de quartier de la Conne c'est un petit peu moins, dont ils décident eux-mêmes l'affectation. Alors tantôt c'est des investissements, ça c'est réalisé par la ville, tantôt ce sont des manifestations qu'ils souhaitent organiser, comme on ne peut pas leur verser, et que sinon les services de la ville étaient obligés eux-mêmes d'assurer l'organisation de la manifestation, ce qui était extrêmement compliqué. Sur une proposition d'ailleurs, je le dis, de M. Barberol, on a décidé que le versement se fait à des associations liées au conseil de quartier, ce qui permet de donner beaucoup de souplesse au dispositif. Voilà, et je crois qu'on a aujourd'hui trouvé un rythme de croisière qui est satisfaisant. Oui, M. Zappera. Oui, merci, monsieur le maire. Moi, je ne voterai pas ce dossier, donc je m'abstiendrai pour la simple et bonne raison que, effectivement, je trouve que c'est un bon mécanisme de donner ces subventions aux associations, etc. Mais vu qu'on sait ce qu'elles vont en faire derrière, concrètement, travailler à lutter contre l'isolement par rapport aux maisons de retraite, etc., voire même peut-être de la mixité avec ce goûter médical, je trouve que c'est une bonne chose. Il n'y a pas de souci pour les 2 maisons de retraite du quartier. Par contre, je me pose la question, est-ce que c'est l'argent de la collectivité, l'argent des contribuables qui doit remplir des bus pour emmener des personnes âgées, voire des gens en music-hall ou à Périgueux, voir le Bolshoi ou le Métropolitain danser? Ça, j'en suis pas persuadée. Est-ce que nous, on n'a pas plutôt intérêt à justement encourager ces associations à travailler dans le Bergeracois pour créer du lien social avec les gens, travailler comme ils ont fait là, les deux premiers dossiers par rapport à la lutte contre l'isolement? Moi, ça me gêne. Peut-être, je ne sais pas très bien peut-être expliquer, mais pour moi, l'objet des fonds publics, c'est pas forcément de remplir des bus et d'amener des gens voir le music-hall. Bon, voilà. Et ça, les deux dernières parties me posent problème. Non mais monsieur Zappera, d'abord je peux observer que là c'est la partie manifestation. Il y a une partie, il y a aussi des choses un certain nombre de conseils de quartier qui ont fait des choix sur des investissements, et sur des investissements qui profitent directement aux Bergeracois. C'est une forme de démocratie locale un peu décentralisée, bon, qui ne va pas encore très très loin, parce que les sommes concernées sont quand même pas, ça représente qu'une petite part du budget de la ville, mais c'est important, si on veut qu'il y ait des citoyens qui s'impliquent, qui s'intéressent au développement de leur quartier, qui essaient de faire vivre un peu la vie des différents quartiers de Bergerac, il faut qu'on leur donne un petit peu les moyens de le faire et qu'on leur donne aussi la liberté de le faire. Et je pense que, évidemment, si tous les crédits étaient utilisés en sortie à l'extérieur, on s'alarmerait un petit peu. Mais je ne pense pas que ce soit une utilisation abusive que d'organiser une sortie hors de Bergerac. Quand même, je ne suis pas sur ça, je suis pas sur le côté abusif ou pas, c'est qu'est-ce qu'on veut d'argent public, c'est-à-dire est-ce qu'on veut que ces associations les aident à l'émancipation des personnes, est-ce que c'est aider les gens à s'émanciper ou est-ce que c'est aider à lutter contre l'isolement, etc. Pourquoi j'ai réagi à ça? Parce que je vais être très rapide. À la CAD, on a aidé la fête du vin de Cigoulès. Très rapidement, on a aidé la fête du vin de Cigoulès. J'ai croisé d'ailleurs, on a bu un coup avec le camarade Priolo, etc. Et il y a un spectacle à cette fête de Cigoulès. Et ce soir-là, il y avait le spectacle, c'était des gens qui dansaient, qui chantaient, etc. Donc pour moi, c'était un spectacle de chant. Jusqu'à ce que la fille se retrouve les seins à l'air, en string sur la scène. Alors moi, ça ne me pose pas de problème de voir des jolies filles se déshabiller chez moi sur la chanson de 9 semaines et demie, mais que la collectivité ait financé et mis de l'argent public dans ce spectacle-là, est-ce que ça aide à s'émanciper? Je ne suis pas persuadée. Écoutez, là on entre sur un problème qui est celui des pouvoirs de police du maire. Bon. Mais ce que je voudrais dire, c'est de la participation des habitants. On veut, monsieur Zappera, si on veut qu'il y ait de la participation des habitants, il faut quand même permettre à ces conseils de gérer un minimum de choses, d'avoir un minimum de pouvoir de décision. Et je dirais qu'en l'occurrence, aller à une retransmission du Métropolitain Opéra ou à une retransmission
du Bolchoï. Il peut y arriver d'ailleurs que sur la scène du Metropolitan Opera, ou sur je ne sais pas si c'est le cas aussi sur la scène du Bolchoï, il y ait des pubs avec des saluts, mais en tout cas, je ne pense pas que ça soit quand même un détournement de fonds publics. Voilà. C'est pas ça. On n'est pas sur les comments. C'est quel objet on veut donner à l'émancipation des personnes, à la solidarité, etc. Voilà. Mais c'est pas seulement. Non, mais l'objectif, c'est pas seulement la solidarité, c'est la participation des habitants et c'est la participation à des actions menées en commun. Et je veux dire, permettre à un certain nombre de personnes de sortir et d'aller assister à un spectacle ensemble, je dirais, c'est aussi, ça peut être extrêmement important pour les sortir de leur isolement et de leur ennui quotidien. Voilà. Bien, Madame Labarthe, avec comment dire, c'est ce que je voulais dire. Moi, je suis, il se trouve au conseil de quartier Est, donc effectivement, c'est là qu'a été débattue cette sortie au Bolchoï. Je pense que c'est ce qu'allait dire M. Priolo. Et l'idée, c'était un peu ça aussi, effectivement, donc de dire qu'ils sont peut-être amener des gens voir un spectacle, comment dire, tout seul, ils n'y seraient pas allés, quoi, parce que c'est loin, parce que c'est périlleux, parce qu'ils sont âgés, parce que c'est le soir, etc. C'est aussi donc propre l'isolement, et ce que vous disiez, donc aller voir ensemble le spectacle, etc. Donc on pense qu'on veut du spectacle, mais l'idée c'était plutôt ça. Et l'objectif de prévenir. Bon, attendez, vous prenez la parole quand on vous l'a donné, M. Zappera. On ne fait pas de conversation particulière au sein du conseil municipal. Alors, Jonathan Priolo. La participation des habitants, tu l'as dit, c'est très important. Il faut savoir que là, on est sur 1850 €, et que le budget global du conseil de quartier, c'est 4500 €. Donc, plus de la moitié du budget du conseil de quartier ira sur l'investissement. Donc, il y a aujourd'hui un travail qui est fait avec les écoles de quartier, un travail qui est fait également sur l'aménagement urbain, un travail qui est fait sur le mobilier urbain. Donc, il y a quand même, dans ce conseil de quartier, d'autres idées. Ici, on passe cette délibération simplement pour signer les transferts d'argent entre la rente d'avis du conseil de quartier et l'argent qui va à l'association. N'oublions pas non plus la mixité dans ces moments de culture, l'accès à la culture pour tous, M. Zappera. Et c'est vrai qu'on a eu la retransmission à la salle de l'Orangerie d'une pièce d'Yann, et on avait des personnes de tout âge, des personnes également avec des moyens financiers plus ou moins importants. Et donc cette mixité-là, elle est importante et le conseil de quartier s'engage aux côtés de la ville là-dessus. Et donc nous, on les accompagne et donc on vote cette délibération aujourd'hui. Bien, je crois que le conseil est éclairé. Alors, qui est d'accord? Qui vote pour? Qui s'abstient? Qui vote contre? Alors, c'est pas clair. Alors, qui vote pour? Non. Qui vote contre? Qui s'abstient? Voilà. Très bien. Alors, convention entre le département de Dordogne et la ville de Bergerac pour la transmission des avis de naissance. Marie-Surgie, pardon. Il s'agit donc, on dit de renouveler l'interface informatique avec la commune de Bergerac pour permettre, c'est le département de la Dordogne qui souhaite renouveler cette interface, pour permettre la transmission par voie électronique de données issues de la gestion de l'état civil et concernant plus particulièrement les avis de naissance. Notamment, ces données sont envoyées à la PMI, ce qui permet effectivement au département de faire tout un ensemble d'analyses sur les situations de défense, de prévention concernant l'enfance. Cette procédure se substitue à l'envoi hebdomadaire des avis de naissance sur support papier et donc facilite l'exploitation des données. Cette convention a pour objet de définir les conditions de mise en place et de gestion du protocole de transition des données. Le service est bien entendu gratuit et n'implique aucune modification de la déclaration CNIL concernant les données personnelles. La présente convention est établie pour une durée de 2 ans à compter de sa signature. Elle sera renouvelable une fois pour la même durée selon les mêmes conditions. Simplement, ce n'est pas tout à fait un renouvellement, c'est un renouvellement du fonctionnement, mais c'est la première fois qu'on met en place la convention, puisqu'il n'y avait pas eu de délibération lors de la précédente municipalité permettant de mettre en place ce fonctionnement. Donc on remet les choses au clair et à plat, comme elles devraient l'être. Voilà. Alors, pas d'observation.
Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? C'est adopté à l'unanimité. Et enfin, dernière délibération qui vous est proposée, la vente d'un terrain communal rue du Tounet à l'association culturelle des Marocains de la Dordogne, Christian Bordenave. Merci, monsieur le maire. Alors, avant de lire la délibération, je rappelle simplement donc il y avait eu un permis accordé le 6 janvier 2017 à l'association culturelle des Marocains de la Dordogne et qu'il a été retiré, je crois, le 9 septembre 2017, donc de l'année dernière. Pourquoi? Parce qu'il y avait une incertitude sur le calcul par rapport aux règles de stationnement et qui risquait d'entraîner effectivement une annulation du permis au tribunal administratif. C'est pour ça que nous avons rediscuté, nous avons revu le problème de stationnement, en fin de compte, avait été compté 137 emplacements et il faut en compter, si mes calculs sont bons, 48 de plus pour respecter exactement au mètre carré près la demande édictée par le PMU. Donc, à partir de là, l'association culturelle a retiré le permis et nous avons discuté avec eux pour solliciter, et ils ont sollicité, une parcelle supplémentaire de 1277 mètres carrés pour agrandir le parc de stationnement du lieu de culte qui était projeté, donc 89 rue du Tounet. Le service du domaine a estimé ce terrain à 21 € mètre carré. Il est proposé d'effectuer cette cession pour un prix équivalent, quelque chose près, à celui consenti en 2015 lors de la vente du terrain nécessaire à la réalisation du projet, soit 20,83 € mètre carré exactement. Pour 1277 mètres carrés, cela représente un montant de 26 599 €. Les frais de géomètre sont pris en charge par la collectivité et les frais d'acte notarié par l'acquéreur. Le conseil municipal est ainsi invité à décider la cession du terrain communal cadastré pour une surface de 1277 mètres carrés au prix de 26 599 €, désigné maître Bonneval, notaire à Bergerac pour rédiger l'acte notarié, et autoriser monsieur le maire à accomplir toutes les formalités nécessaires et signer toutes les pièces relatives à l'acte notarié correspondant. Voilà, monsieur le maire. Y a-t-il des observations? Pas d'observation. Qui est pour? Qui est contre? Qui est contre? Voilà. Qui s'abstient? C'est adopté. Mesdames, Messieurs, le conseil municipal est terminé. Madame, Monsieur, bonsoir. Un pas vers le grand chelem. John McEnroe, une nouvelle fois, remporte le tournoi de Hou. Tu m'as encore loupé les titres. Je te demande pourtant pas grand-chose, m'enregistrer le journal quand j'ai conseil d'administration. De toute façon, tu mets jamais le son. Pas quand je mange.